Je me présente, donc je suis Carole Orchamps, la déléguée générale du RNMA, et j'aurai le plaisir de travailler aujourd'hui sur cette journée en animation avec monsieur Bruno Marques, donc, qui est directeur proximité et citoyenneté de la ville de Dijon. Là, je le lis, même si on se connaît très bien, pour être très précise dans les qualités de Bruno. Donc, ville de Dijon, mais également administrateur du RNMA. Comme vous allez le voir, en fait, la journée va être ponctuée par une multitude de témoignages de membres du réseau, donc de membres qui sont soit des maisons municipales, soit des maisons associatives. Vous aurez aussi la possibilité, alors je le dis là dans les modalités de fonctionnement, de poser de très nombreuses questions, puisque sur la journée, nous avons prévu un peu plus de 2 heures de temps de questions-réponses. Nous vous avons remis ce matin le programme, donc vous allez pouvoir suivre l'avancée des travaux au fil de leur déroulé. N'hésitez pas à vous saisir des temps de questions-réponses pour poser toutes les questions du monde, aussi bien aux témoins, qui seront donc au niveau de la tribune, qu'à la salle, c'est-à-dire les uns et les autres. Vous êtes déjà, ou vous êtes pour certains sûrement, certainement, porteurs de réponses ou d'expériences ou d'illustrations par rapport à des situations. Je donne une petite précision également technique. Donc, nous avons demandé la clim. Ça devrait bien fonctionner, se rafraîchir un peu. Côté Wi-Fi, ça va être compliqué. Donc autant vous le dire d'emblée. La salle magnifique qui est mise à disposition par AG2R La Mondiale est fabuleuse. Elle a un petit point noir, c'est que le Wi-Fi ne passe pas très bien. Donc autant vous le dire d'ores et déjà. Et puis puisque j'évoque les partenaires, forcément nous avons co-construit cette journée avec plusieurs partenaires. En premier lieu, notre partenaire public, qu'est le ministère de l'Éducation nationale, à travers sa direction jeunesse vie associative, mais également des partenaires tels qu'AG2R La Mondiale ou la Maïf, et puis des partenaires opérationnels comme le réseau RTES, le mouvement associatif et bien d'autres. Je passe la parole pour les propos d'ouverture à monsieur Jean-François Grillet, coprésident du RNMA, et je vous souhaite une excellente journée. Merci Carole. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, je ne vais pas vous faire un très long discours, c'est plus des propos introductifs à la journée. Dans un premier temps, je vais vous présenter brièvement ce qu'est le RNMA. Un certain nombre d'entre vous connaissent. C'est une structure associative qui a été créée il y a une vingtaine d'années par des professionnels qui travaillaient dans des maisons des associations et qui, confrontés à un certain nombre de problèmes, ont souhaité pouvoir échanger et partager leurs expériences sur leur pratique professionnelle. Le réseau a évolué. À ce jour, il y a à peu près 80 structures adhérentes au RNMA, avec la particularité de notre réseau qui regroupe des structures sous gestion associative, mais également des collectivités territoriales. Pour la plupart des maisons des associations, même si on a quelques services vie associative qui ne sont pas constitués en maisons des associations. Et ensemble, on travaille au développement de la vie associative sur les territoires, en partenariat avec tous les grands acteurs de la vie associative, les acteurs économiques, institutionnels et du champ de l'ESS. Une autre particularité du réseau, c'est qu'on a un fonctionnement qui est relativement souple et original. On n'a pas de locaux. On a un siège social, comme toutes les structures associatives, mais on n'a pas de locaux. On a une équipe de salariés, 4 salariés, qui fonctionnent en télétravail, qui sont répartis un petit peu sur toute la France. Et puis parce que c'était trop simple en fonctionnement, on a rajouté une nouvelle problématique. On n'a pas de système de gouvernance classique, pyramidal, trésorier, président, secrétaire. On fonctionne sur un mode de coprésidence. Donc on a également 4 coprésidents répartis sur toute la France. Alors ce fonctionnement, il apporte un certain nombre de choses très, très intéressantes dans la gouvernance, parce que ça nous oblige à nous adapter, à utiliser tout ce qui est nouveaux modes de communication, à travailler de plus en plus avec les outils numériques, à repenser les modes de fonctionnement aussi de façon complètement décentralisée. Malgré ça, on arrive à fonctionner de façon efficace. Sur un fonctionnement réseau, puisqu'on n'est pas une fédération, donc la circulation de l'information et les prises de décision sont à tout niveau, horizontal, vertical,
le collatéral, ça part un petit peu dans tous les sens, ce qui fait la richesse du réseau. On a malgré tout, parce qu'on a quand même besoin de se voir physiquement, d'échanger, 2 temps de rencontres annuelles, ce qu'on appelle nos rencontres nationales, sur lequel on travaille autour d'une thématique qu'on a choisie les années précédentes. Donc le prochain temps de rencontre, on vous en parlera plus à la partie conclusion, ça sera sur Amiens au mois de décembre autour de la question de la formation. Depuis quelques années, le projet politique du réseau s'est un petit peu étoffé, à savoir que au lieu de travailler uniquement sur des aspects techniques d'organisation, de fonctionnement des maisons des associations, on a décidé de se doter d'une capacité d'intervention et de porter une parole politique. Alors la parole politique de nos membres, qui sont les maisons des associations et les collectivités adhérentes, et de servir de porte-voix, d'amplificateur des problématiques des petites et moyennes maisons, des petites et moyennes associations qui sont sur les territoires, pour la plupart non fédérées, donc pas forcément rattachées à des réseaux, qui n'ont pas d'espace de dialogue, de concertation, de remontée de leurs problématiques. Donc nos maisons des associations sont des réceptacles un petit peu de ces doléances et de ce que traversent les associations actuellement. Et ça remonte et le réseau amplifie ce mouvement et le porte auprès de nos partenaires publics et associatifs. Le réseau est reconnu maintenant au niveau du paysage institutionnel. On travaille fréquemment avec les services de l'État, avec la GEPVA, avec les autres grandes têtes de réseau associatif, avec nos partenaires de l'ESS. Il y en a un certain nombre qui sont présents aujourd'hui dans la salle. Je ne peux pas vous faire la liste de tout ce qu'on fait en termes opérationnels. Je veux juste mettre un petit focus sur deux dossiers, 2 chantiers sur lesquels le RNMA travaille depuis un certain nombre d'années. Le premier, c'est un partenariat qu'on a avec la Fondation SNCF autour de la gestion d'un appel à projet qui s'appelle Vivre ensemble en partageant nos différences, qui permet de qualifier des porteurs de projets sur les territoires qui sont accompagnés par les maisons des associations pour s'assurer que le projet qu'ils ont en émergence correspond bien aux critères de la Fondation et ensuite pouvoir être financé par la Fondation SNCF. Et l'autre travail qu'on mène en lien en particulier avec Viviane Tchernogog sur la mise en place d'observatoires locaux de la vie associative. Parce qu'on considère que pour être pertinent sur un territoire, il faut déjà avant tout connaître de façon assez fine son territoire et que l'observatoire local, c'est un très bon outil d'analyse de ce qui se passe sur le terrain. Et ça fait un très beau lien avec ce qu'on va travailler aujourd'hui. Au travers de témoignages qui vont succéder pendant toute la journée, aussi bien de professionnels que d'élus associatifs, d'élus de collectivités, professionnels de maisons des associations associatives ou à gestion territoriale. Vous allez découvrir un petit peu tout ce qui peut se passer dans une maison des associations. Maison des associations, c'est un concept qui n'est pas normé. On met ce qu'on veut derrière. Il y a 36 000 communes en France, on pourrait dire il y a 36 000 maisons des associations, parce que la petite commune au fin fond de la France, de 50 habitants, qui met à disposition des associations la salle de la mairie, la salle du conseil, peut très bien dire on est une maison des associations. Une maison des associations, pour nous, c'est une structure qui est dédiée au soutien à la vie associative locale, sur un territoire défini, qui est là pour apporter aux acteurs associatifs, qui sont bénévoles ou salariés, des moyens humains, des moyens matériels, des ressources, donc en termes d'information, de documentation, d'accompagnement de projets, de matériel, de locaux, pour leur permettre de mener à bien leur projet au bénéfice des habitants du territoire. C'est aussi un pôle de conseil et de formation qui aborde tous les aspects de la vie d'une association, de la création. Est-ce qu'on vérifie à un moment donné que quand des porteurs de projets viennent nous voir, est-ce que le statut associatif est le plus adapté à leur projet ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt les orienter vers une autre forme juridique, de l'accompagnement au développement, de l'aide à la gestion en cas de problèmes financiers, problèmes d'organisation, de renouvellement des instances dirigeantes. C'est un lieu de vie pour les associations. Donc ça, vraiment, on insiste là-dessus. C'est un lieu dans lequel les associations sont chez elles, peuvent se retrouver entre pairs, partager, échanger, coopérer, mutualiser des moyens, des idées, des projets, coopérer entre acteurs associatifs, mais aussi avec les acteurs du territoire, que ce soit les acteurs institutionnels, les acteurs économiques, puisque c'est ensemble, on se rend compte qu'en unissant nos forces, qu'on peut faire évoluer les choses sur les territoires.
C'est aussi une structure qui peut et qui doit aussi tenir compte des évolutions de la société, des transformations des besoins des associations, des besoins des bénévoles, des besoins des salariés, en termes de formation, en termes d'évolution de la vie réglementaire. On sait qu'il y a sans arrêt des nouveaux textes qui impactent la vie associative. Il faut fermer les bénévoles, il faut fermer les salariés à la prise en compte de ces textes. C'est aussi un point de départ vers une reconnaissance et une structuration de la vie associative locale. Une maison des associations, bien souvent, on s'aperçoit que ça évolue. Que c'est au départ un outil au service de la vie associative qui peut évoluer et transformer la façon de gérer la vie associative sur un territoire par la mise en place d'un conseil local de la vie associative, par exemple, ou par la signature d'une charte des engagements réciproques sur un territoire un petit peu plus large, ou d'un travail sur la critérisation des subventions. Voilà, on s'aperçoit qu'à partir de cet outil qu'est la maison des associations, c'est un bon point de départ pour faire évoluer une politique associative sur le territoire. Au travers de tous les témoignages qui vont émailler toute notre journée, donc vous allez vraiment vous rendre compte qu'il n'y a pas un modèle type de maison des associations. Vous allez entendre des gens, maisons d'associations de collectivités, associatives, petites, grandes, de toutes les tailles, avec des modes de fonctionnement différents, des projets différents, puisque le projet est fonction du territoire sur lequel est implantée la structure. Pour nous, une maison des associations, la création d'une maison des associations sur un territoire, elle ne peut être envisagée qu'à travers une phase d'analyse. C'est pour ça que je vous ai parlé des observatoires locaux. Ça serait très dangereux de prendre la décision ex nihilo, de dire voilà, à partir de 2018, je crée une maison des associations sur mon territoire, sans avoir fait cette analyse. Parce qu'on va produire un outil, mais est-ce qu'il est en adéquation avec les besoins du territoire, avec les besoins des acteurs locaux? Donc cette phase d'analyse, d'études, de rencontres et de qualification des besoins est vraiment fondamentale. Il n'y a pas de dénomination type non plus sur une maison des associations. On va parler d'hôtel associatif, de maison de la vie associative, d'espace associatif, de maison des associations. Le titre, à la limite, n'a pas d'importance, pourvu que la structure qui soit créée soit réellement un espace de la vie associative, dans lequel les associations vraiment se sentent chez elles et ne soient pas uniquement des adhérents qui viennent pour consommer un service ou un produit. Tout au long de la journée, n'hésitez pas, Carole vous l'a dit, à interpeller les différents intervenants. Après leur présentation, il y a à chaque fois un petit temps d'échange. C'est ça qui va nourrir le débat aussi. Vous avez des expériences dans vos collectivités ou dans vos territoires. Donc n'hésitez pas à faire part de vos expériences, à reposer des questions, ou faire préciser. Pendant le temps de déjeuner également, on est tous badgés, donc on peut regarder, avoir la curiosité de voir un petit peu sur quel territoire on intervient et s'interpeller mutuellement pour nourrir nos débats. Voilà, le propos introductif est terminé. Je vais laisser la place à Jean-Benoît Dujol, qui est devant moi, qui vient nous rejoindre à la tribune, qui est le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire de la vie associative et également délégué interministériel à la jeunesse. Jean-Benoît va nous présenter quelques évolutions sur l'actualité et les évolutions récentes dans le secteur associatif qui impactent notre fonctionnement. Il y a la charte des engagements réciproques, le rôle des délégués départementaux et délégués régionaux à la vie associative, l'accompagnement, le compte d'engagement citoyen, la réserve civique, le service civique. Mais également, il pourra commenter un petit peu l'actualité de cette rentrée. Vous n'êtes pas sans savoir que l'été et le tout début du mois de septembre ont vu un certain nombre d'annonces de mesures du gouvernement qui ont fortement inquiété le monde associatif, qui ont mis les associations dans un état un petit peu de sidération. Donc on aura le temps d'y revenir par la suite. Dujol. Merci Monsieur Grillet. Cher Monsieur Grillet, Messieurs les coprésidents, Madame la déléguée générale, Mesdames et Messieurs, il m'a été offert d'introduire cette journée à vos côtés et j'en suis très heureux. Le contexte, vous y avez fait allusion à l'instant, est délicat. Vous êtes mobilisés les uns et les autres récemment, collectivement, avec rapidité, efficacité, je crois, en réaction à différentes mesures prises par le gouvernement et qui, estimez-vous, on va en parler, ont mis en difficulté de nombreuses associations. Vous nous rappelez ainsi, s'il en était besoin, l'importance des associations dans notre vie collective, votre rôle en matière de lien social et d'innovation, mais aussi les défis et les fragilités auxquels vous êtes confrontés. Je ne ferai pas devant vous ce matin le commentaire exhaustif des différentes mesures en cause sur les contrats aidés,
ou l'évolution de la réserve parlementaire, par exemple. Je reviendrai cependant, sans esquiver les questions, sur quelques-unes de ces mesures. Ces mesures ont leur propre logique. Elles sont, permettez-moi de le dire, justifiées au regard des objectifs de politique publique qu'on leur a assignés. En revanche, leur mise en application a eu des effets secondaires, réels et défavorables sur le monde associatif. Et dans ce contexte, il a manqué, peut-être, sans doute, une parole politique claire, complètement en phase avec vos préoccupations. Les choses sont en train d'évoluer. Le ministre chargé de la vie associative, le ministre de l'Éducation nationale, aura l'occasion de revenir prochainement sur ces sujets. Le Premier ministre lui-même devrait prendre dans les prochaines semaines une initiative dans ce domaine. Mais ce matin, avant que vous n'entriez dans les aspects concrets de la création, de l'évolution, de maison des associations, je vous propose de prendre un instant un peu de recul pour nous situer au-delà de ce contexte difficile et vous faire part, je reviendrai quand même sur ces mesures, en détail, de quelques réflexions sur l'action que mène l'État en matière de soutien à la vie associative. La vie associative, vous le savez mieux que personne, est ancrée sur les territoires, en lien étroit avec les élus locaux. Les associations font naturellement corps avec la société. C'est la raison pour laquelle notre plus grand chantier a été et restera le lien entre associations et pouvoir public. Il est indéniable que les volontés humaines sont le premier moteur du lien permanent entre associations et pouvoir public. Quand ce lien se manifeste par une charte d'engagement réciproque, c'est un acte politique fort. Signe de confiance réciproque, elle ratifie d'une part une posture des parties signataires et d'autre part consacre le rôle joué par chacun des acteurs dans la co-construction d'une politique publique territorialisée. La charte est aussi un outil qui permet la construction d'un espace de dialogue pérenne, indispensable à notre société, qui doit être décloisonné. C'est aussi un outil qui légitime les actions entreprises sur l'ensemble des champs associatifs vis-à-vis des tiers. Mais il ne faut pas se bercer d'illusions. Une charte, même nationale, n'est pas magique. L'action ne doit pas s'arrêter le jour de sa signature. Il faut faire vivre les chartes que nous signons. Vos maisons sont, je crois, au cœur de ce processus. Vos actions, vos moyens sont les pivots de cette animation pérenne, de ces chartes que nous signons. C'est ce cap qu'il faut tenir pour que ces politiques publiques soient co-construites avec les acteurs. Mais permettez-moi de revenir sur donc, les accros ou les coups de canif récents dans ce partenariat entre pouvoir public et associations. Le Premier ministre, qui a reçu jeudi 21 septembre les associations de lutte contre les exclusions, l'a confirmé. Les emplois aidés, vous le savez, seront concentrés en cette fin d'année 2017 et en 2018 sur certains champs, l'urgence sanitaire et sociale, le département d'outre-mer, l'aide aux élèves en situation de handicap. Le budget 2018, qui vient d'être dévoilé, a été construit sur des objectifs de lutte contre les inégalités et la précarité. Si la diminution des contrats aidés est inscrite dans ce projet de budget, c'est bien pour ne pas poursuivre cette politique massive de financement des contrats aidés, vecteur de précarité plus que d'insertion, mais pour mener une politique publique de préservation de l'emploi, notamment associatif. L'idée est d'apporter une aide pérenne aux associations par l'intermédiaire de crédits d'impôt et d'allègements de charges sur tous les emplois, plutôt que de financer des emplois aidés qui restent des emplois temporaires et précaires. Ainsi, le CITS, que vous connaissez, le crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires, sera maintenu en 2018 et en 2019. Il représente chaque année un gain de 500 millions d'euros pour les associations employeuses. Ce CITS sera converti à partir de 2019 en allègement pérenne de cotisations patronales ciblées sur des bas salaires. Les allègements de charges prévus dans ce cadre bénéficieront évidemment au secteur associatif pour un gain pérenne pour ce secteur de 1,4 milliard d'euros à partir de 2019, et bien sûr chaque année au-delà. La concertation et la co-construction doivent également prévaloir lorsque l'on évoque un autre dispositif, qui est la suite de la réserve parlementaire. Les associations sont très concernées puisqu'elles bénéficiaient de près de 50 millions d'euros chaque année par ce canal. Elles doivent avoir toute leur place dans la discussion sur ce sujet, en lien avec les élus locaux et vos représentants au Parlement. Les débats au Parlement portant sur le PLF 2018 seront l'occasion pour vous, je les souhaite, de faire entendre votre voix auprès de nos élus. Sachez que, du point de vue des services, nous mettons tout en œuvre pour sortir par le haut
de ce dossier et faire en sorte que ces crédits continuent de bénéficier au monde associatif. Je voudrais en venir à présent aux questions d'accompagnement qui me semblent devoir constituer le fondement d'une politique moderne de vie associative. Accompagner les associations recouvre évidemment des réalités très hétérogènes. Accompagner varie selon l'association à accompagner, sa taille, son statut d'employeur ou non, sa gouvernance et son organisation. Accompagner varie selon la finalité poursuivie. Réfléchir à l'innovation et la stratégie du projet, refonder la gouvernance et l'organisation interne, développer le bénévolat, devenir employeur, développer des partenariats financiers, étendre le projet territorialisé, essaimer, évaluer. Les témoignages rassemblés par le Rameau et la DASI, pour prendre un exemple, dans leur ouvrage « Oser l'intérêt général », illustrent 3 objets d'accompagnement à 3 temps différents de la vie de l'association. Premièrement, l'accompagnement, pour passer de l'idée à l'expérimentation d'un projet et faire émerger une nouvelle innovation sociale dans le paysage. Deuxièmement, deuxième moment, l'accompagnement pour consolider un projet d'intérêt général et l'aider à grandir. Et troisième moment, l'accompagnement pour renouveler le projet lorsqu'il a atteint sa pleine maturité. En raison de cette hétérogénéité, une multitude d'acteurs, et c'est très bien ainsi, et de dispositifs interviennent sur ce champ. Les associations elles-mêmes, et votre réseau en est l'illustration, qu'elles soient union, fédération, tête de réseau ou organes d'accompagnement. Tous les points d'appui à la vie associative, dont notamment vos maisons. Les acteurs spécialisés tels que la DASI que j'ai cité, ou les DLA, Pro Bono Lab, Passerelle des compétences. Les services de l'État aussi, à travers les délégués départementaux, vous les avez cités, à la vie associative présents dans chaque département. Et puis évidemment, toute la diversité, elle est très grande, les acteurs institutionnels, publics ou privés, qui financent ces projets et cet accompagnement. Dans tous les cas, vouloir être accompagné, c'est une décision du collectif associatif qui choisit de se lancer dans une démarche d'introspection, de bilan, d'analyse, de prospective au service du développement de la structure au regard de son environnement. Un temps à part, un temps majeur dans la vie d'une association qui s'y engage. C'est un processus basé sur la confiance, le plein partenariat entre l'association et un ou plusieurs tiers qui lui apportent un regard externe, un regard expert. Dans un tel processus, la complémentarité de ces tiers peut être mobilisée pour apporter une vision complète, convergente dans le parcours et sur l'avenir de l'association. Dans cette réalité de l'accompagnement, que fait l'État, que peut faire l'État, et plus particulièrement, le ministère que je représente ce matin. L'accompagnement multiple des associations est un enjeu majeur pour l'État depuis plusieurs années. Le ministre chargé de la vie associative, donc le ministre de l'Éducation nationale, aura l'occasion, je pense, de le rappeler sous peu lors de son discours au Forum national des associations et des fondations. Pour cette raison, l'État remplit plusieurs rôles. D'abord, il fait partie intégrante des acteurs de l'accompagnement, je l'ai dit. D'un côté, le délégué départemental à la vie associative accompagne lui-même, ou bien il conseille l'association pour qu'elle sache vers quel accompagnateur se tourner, selon l'analyse qu'il fait de son besoin. Il est un ensemblier aussi, un animateur et un apporteur d'outils. Ce même DDVA veille à soutenir un maillage équilibré et une complémentarité des accompagnateurs sur le territoire, selon le parcours d'accompagnement nécessaire. L'État labellise pour ce faire, je pense en particulier aux actions des CRIB ou à celles du DLA. À la suite d'un rapport récent de notre inspection générale, l'année dernière, sur ce sujet, nous allons demander au DDVA de poursuivre leur action en consolidant l'offre de services répondant à des besoins spécialisés utiles pour le changement d'échelle ou la coopération interassociative. Nous devrons ainsi renforcer la complémentarité et l'articulation de la palette des accompagnements sur les territoires. Cela fait partie des travaux à mener au cours des mois qui viennent. L'État soutient, deuxième élément, bien sûr, les accompagnateurs. Cela fait partie de son rôle de soutien au développement et à la structuration du secteur. Nous soutenons ainsi le réseau des CRIB par l'intermédiaire du FONGEP, ainsi que les DLA. Nous avons aussi des partenariats avec un certain nombre d'acteurs nationaux, évidemment le vôtre, le RNMA. Complémentaire de son rôle d'accompagnateur, d'animateur du réseau, le DDVA peut aussi s'appuyer sur le Fonds de développement pour la vie associative, le FDVA, pour apporter un soutien financier au lancement de projets qui répondent de manière innovante à un besoin spécifique du territoire et de ses acteurs. Enfin, l'État accompagne la réflexion et l'expérimentation des acteurs. Il a soutenu par exemple le Rameau dans l'expérimentation de ce qui est devenu et a pris forme plus tard de la DASI. Il a soutenu la réflexion de cette ADASI et de ce Rameau sur l'accompagnement des têtes de réseau en 2016.
Il soutient le FONGEP aussi dans son souhait d'accompagner les mutations du secteur de l'éducation populaire. Il a aussi expérimenté un système d'accompagnateur original, je crois, à l'occasion de l'opération La France s'engage, travail sur lequel la fondation créée par l'ancien président de la République pourra s'appuyer. Il travaille aussi de concert avec la Caisse des dépôts et consignations pour développer de nouveaux outils. Vous pouvez donc le constater, l'État est présent à côté de votre action de terrain. Je suis donc heureux d'entendre ce matin les témoignages qui vont être partagés et qui constituent, j'en suis sûr, autant de bonnes pratiques capitalisables. J'y vois aussi les prémices d'un chantier qui doit nous mobiliser en ce début de quinquennat et nous invite à revisiter de fond en comble notre politique d'accompagnement des associations. C'est l'accélérateur d'associations voulu par le président de la République. Voilà, je crois, un horizon ambitieux pour une politique de vie associative moderne. Je sais pouvoir compter sur vous pour avancer ensemble dans cette direction et co-construire ce nouveau levier de développement d'une politique associative moderne. Je vous remercie.